faire quelques remarques concernant ce travail. Tout d'abord, comme l'a précisé le professeur Bibi, il s'agit d'un sujet qui est tout à fait remarquable parce que il est, j'allais dire, dans la croisée de deux disciplines importantes qui sont développées au niveau de notre département, le département de recherche opérationnelle, et bien pris en charge au niveau des équipes autonomes de l'unité de recherche LAMOS. Et je voudrais profiter de cette occasion pour rappeler à nos doctorants l'importance du séminaire hebdomadaire du LAMOS pour notamment assister à tous les exposés. On voit que tous les exposés sont importants parce que ici, on voit que pour pouvoir traiter ce problème, enfin ce sujet qui est un sujet d'attente, du système d'attente, on voit comment la théorie des jeux a été utilisée. C'est donc tout à fait remarquable de ce point de vue. Et d'ailleurs, je voudrais commencer par vous poser cette question. Comment vous est l'idée donc et des, j'allais dire, des successions, des idées qui vous ont permis d'aboutir à ce travail? C'est-à-dire, vous parlez du sujet. Du sujet. Oui, comment il a été formulé au début et comment est-ce qu'il a évolué? Au début, lorsque on a essayé déjà on avait l'objectif de traiter les comportements stratégiques dans le système d'attente d'une manière générale. Après, on a essayé de collecter l'ensemble des travaux qui ont été faits dans ce domaine plutôt. Après, parmi les travaux qu'on a recensés dans la littérature, on avait qu'il n'y avait pas de travaux qui ont traité l'analyse des comportements stratégiques dans des systèmes d'attente avec arrivée par groupe. Donc, elle nous est venue l'idée de traiter les systèmes d'attente avec arrivée par groupe. De plus, on a vu que, comme je l'ai dit, je l'ai signalé sur la thèse, on a vu qu'on a constaté une absence de modèles mathématiques décrivant les situations rencontrées dans ces articles. Donc, on s'est dit que, en analysant le comportement stratégique dans un système d'attente avec arrivée par groupe, cela va nous permettre, d'une part, d'étudier cette problématique dans un système qui n'a pas été étudié dans la littérature, et d'une autre part, de montrer à la communauté des gens qui travaillent sur les files d'attente comment est-ce qu'on peut appliquer la théorie des jeux dans un tel système. En général, quand on étudie un système d'attente, en général, il y a, par exemple, vous avez parlé du système MM1, pour pouvoir d'abord affirmer qu'il s'agit d'un système MM1, il faut pour cela réaliser une étude statistique. Oui. À ce moment-là, lorsque on considère donc les paramètres du système, il y en a certains sur lesquels on peut certes influer, mais il y en a d'autres sur lesquels on ne peut pas influer. Parce que, de toutes les façons, lorsque on s'intéresse à un système d'attente, il y a toujours au bout un problème d'optimisation. Ça, on le sait. Il y a des décisions à prendre. Et si on revient donc au travail que vous êtes en train de faire ici, si par exemple, en fait, vous différenciez le cas observable du cas non observable en vous intéressant au processus N de T, qui est égal au nombre de clients dans le système à la date T. En général, nous, lorsque on étudie un système d'attente, le processus N de T, nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la valeur du processus N de T. Ce qui nous intéresse, c'est le moment où il change d'état. Oui. N'est-ce pas? Donc vous, pour pouvoir introduire ces deux types de cas, observabilité et non-observabilité, vous vous intéressez à la valeur de N de T.
Oui, Et la question que je me pose, je vous donne un exemple de cas, par exemple, qui correspond un petit peu à votre étude. En Europe ou aux États-Unis, vous avez dans les autoroutes, vous avez des panneaux lumineux qui vous indiquent la durée d'attente. Donc supposez que vous allez à l'aéroport, que vous avez un vol à telle heure, et que le panneau vous indique que la durée d'attente est de 2 heures. Et que vous devez être à l'aéroport 1 heure à l'avance. Qu'est-ce que vous faites si vous avez cette information? vous essayez de prendre un chemin intermédiaire. C'est ça, ça a été déjà, ce type de travaux a été déjà appliqué dans un réseau, de transport de cette manière. C'est-à-dire, il y a des clients qui arrivent à une autoroute. Déjà ici, ça explique le fait de considérer que la décision d'un client est irrévocable parce que dans une autoroute, on ne peut pas faire demi-tour. Si on entre à l'intérieur du système, on ne pourra pas y sortir. Donc, on arrive à une autoroute, on nous dit que vous allez passer dans cette route, entre une source et une destination, une certaine période du temps. Donc, vous avez le choix, soit d'accéder à l'autoroute, ou bien de prendre un chemin intermédiaire, là où c'est pas conditionné, c'est pas congestionné, la route ne va pas être congestionnée, mais vous aurez une utilité minimale. Mais dans le cas que vous dites, ça correspond un peu à la même chose, donc on va essayer de prendre un chemin intermédiaire. D'accord, si vous n'êtes pas bloqué au niveau de l'autoroute. Oui, Hein, parce que là, ce dont vous êtes en train de dire, c'est avant d'accéder. oui. Ouais. Donc ici, j'allais dire, les hypothèses que vous faites, parce qu'en fait c'est ça. Euh, euh, ce que j'aurais aimé, c'est que je puisse comprendre, grosso modo, par rapport à tout ce que l'on sait faire au niveau des systèmes d'attente, euh, comment ça se passe quand je m'intéresse à l'analyse des comportements stratégiques. Qu'est-ce que je veux dire par là? En général, lorsque on s'intéresse au système d'attente, on fait toujours des suppositions, n'est-ce pas? C'est vrai que maintenant, on a les possibilités de faire des études analytiques, ce qui est très bien, mais j'allais dire, il y a quelques années de ça, les informaticiens, eux, quand ils avaient affaire à un réseau de files d'attente, tout de suite, ils considéraient que c'était un réseau markovien. Et ils appliquaient le théorème de Jackson sans se casser la tête. Donc vous voyez, ils faisaient des hypothèses. Et en fait, la question qui se posait, c'était pas bien sûr de savoir est-ce qu'on pouvait résoudre d'une autre manière, mais est-ce que en faisant ce type de supposition, c'est-à-dire si je fais ces simplifications, est-ce que finalement, au niveau des résultats que j'obtiens, est-ce que il y a une grande différence? Est-ce que le fait de prendre en considération ces analyses, ces comportements stratégiques, qu'est-ce que ça apporte à le système que vous étudiez? Je parle dans la pratique. Oui. C'est-à-dire, ici, les agents vont, suivant leur comportement, ils vont influencer sur les performances du système d'attente. C'est-à-dire, les performances du système qui vont en ressortir vont dépendre des comportements stratégiques adoptés par ces agents, par les clients ou bien par le serveur. Compris, mais est-ce que c'est significatif dans la pratique, hein, je parle dans la pratique. Est-ce que c'est significatif? Est-ce qu'on peut le savoir? On peut savoir. Est-ce que c'est significatif ou est-ce que ce n'est pas significatif? Quel type d'études comparatives on pourrait faire? Par exemple, quand vous étudiez le système MM1 avec récompense-coût. On peut par exemple comparer un système d'attente MM1 sans récompense coût, en négligeant cette étude par rapport aux performances.
on peut comparer les performances d'un système classique et les performances d'un tel système. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait? On n'a pas fait. C'était pas un de nos objectifs. C'est pas intéressant? Si, c'est peut-être intéressant. Mais- C'est-à-dire, on va considérer un cas où tous les clients rejoignent le système. Ça veut dire qu'ils entrent au système sans contrainte. Voilà. Ils vont pas prendre en considération leurs utilités dans le système. Et un cas où les clients agissent d'une manière comportementale. On peut faire une étude comparative, mais il faudrait trouver un critère significatif de comparaison entre les deux systèmes. Oui. Mais ça, je pense que ça découle de soi. Qu'est-ce que je voulais faire également comme remarque par rapport à ce travail? Par rapport à tous ces éléments-là est-ce que j'aurais aimé peut-être qu'il y ait un petit tableau, hein, où on puisse voir quels sont les éléments donc, de comportement stratégique. D'abord, par rapport à la bibliographie, hein, qu'est-ce qui a déjà été pris en considération, et ensuite, qu'est-ce qui éventuellement peut être également pris en compte pour, bien sûr, sur la base donc d'un raisonnement qui puisse avoir une influence réelle, hein, parce que c'est ça qui est important. Si vous voulez, quand on introduit ce type d'éléments, il faut toujours que ça soit justifié du point de vue pratique, parce que sinon ça n'a pas de sens, ça reste, j'allais dire, du domaine de la théorie. Très bien, je vais à présent donner la parole au professeur Rajef. Merci, Monsieur le Président. Avant tout, je tiens à féliciter Sofiane pour son exposé qui a été clair. Je remercie les membres du jury donc pour leurs questions pertinentes qui vont enrichir un peu ce travail et de lui donner encore une autre dimension, parce qu'il y a des propositions très intéressantes qui en ressortent et les études à compléter. Évidemment, le travail n'est jamais complet. Je vais en revenir sur certaines, mais avant, par rapport à la composition du jury, je regrette évidemment l'absence de Madame Aoudia. Alors, Madame Aoudia a participé du début jusqu'à la fin de cette thèse à l'encadrement de M. Ziani. Donc, il est absent pour la perte de sa mère, Rahma. Voilà. Donc, on a travaillé ensemble dans le master et puis donc la thèse doctorat. Donc, c'est en quelque sorte issu du travail. Bien. Alors, maintenant, cette thèse, elle est à cheval, si vous voulez, donc entre deux, si vous voulez, deux théories, des théories des systèmes d'attente, comme l'a rappelé M. Haïssani, donc, et la théorie des jeux, qui sont deux axes de recherche dans notre unité de recherche. Bon, ça fait longtemps que ça tournait cette question de travailler un peu sur un thème transversal. Et si vous voulez, cette idée, donc, germée, beaucoup de collègues en parlaient, donc, dans leurs travaux, ils ont rencontré un peu des applications de théorie des jeux dans les systèmes d'attente. Bon, il est arrivé Ziani, donc, il a entamé ce travail. Bon. Alors, la théorie des jeux dans les systèmes d'attente, comme l'a souligné, ça remonte aux années 69. Et beaucoup de défis ont été relevés, ont été plutôt posés sur l'intégration du facteur humain dans l'étude des systèmes d'attente. Alors, il y a eu des tentatives d'études, et vous avez l'a souligné, donc la répartie, si vous voulez, sa synthèse bibliographique en trois axes.
Et donc, la prétention dans cette thèse, c'est pas refaire l'étude des systèmes d'attente, qu'on s'en dise. Donc, les systèmes d'attente sont largement étudiés, c'est pas l'objet de cette thèse. Alors, elle se situe maintenant sur le deuxième axe, le contrôle optimal et le comportement stratégique. Donc, la synthèse bibliographique ressortait que beaucoup d'études, si vous voulez, des systèmes d'attente, on prenait une fonction d'utilité, on essaie de maximiser cette fonction d'utilité, pendant que les autres agents qui pouvaient influencer le comportement du système d'attente sont pris, si vous voulez, comme des agents inactifs. Alors, dès qu'on veut prendre, dans un système d'attente, il y a en fait trois, que j'appellerais preneurs de décisions qui peuvent influer sur le système d'attente. C'est les clients premiers qui arrivent pour être servis, le serveur donc qui devrait fournir ce service. Évidemment, il y a la tête pensante du système, ce qu'il appelle l'optimiseur social, qui s'intéresse au système d'une manière globale. Alors, comme je suis lancé dans ce processus, tu peux revenir sur le dernier schéma qui interprète tes résultats. Alors, c'est sur ce que tu as appelé, je crois, application, quelque chose comme ça. Ça résume tout. Ça résume, alors tu le défies. Donc, on part déjà sur un système d'attente où les paramètres sont connus. Donc, il y a le lambda, le R, c'est les coûts, les C, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, ici, on considère trois preneurs de décision. D'accord? Il y a ce qu'on appelle l'optimiseur social, c'est celui qui s'intéresse au système d'une manière globale. Donc, les clients et les serveurs. Donc, il s'intéresse à le serveur qui doit fournir le service. D'accord? Et les clients qui arrivent pour être servis ou pas. Donc, chacun, à son niveau, doit prendre sa décision. Le client, s'il doit rentrer ou pas. Le serveur, donc, son objectif, c'est fournir un taux de service qui permet de servir le maximum de clients. Et l'optimiseur social qui doit gérer tout ça. Alors, l'optimiseur social doit prendre la question. Ici, la décision, est-ce qu'il doit rendre observable ou pas son système? Ça veut dire qu'un client qui arrive, va-t-il être informé du nombre de clients dans le service au moment de son arrivée ou pas? C'est la question à laquelle il doit répondre. Et par la suite, il y a un enchaînement. Donc, si vous voyez, il y a deux flèches qui sortent. Donc, si oui, par rapport, vous voyez qu'ici, les décisions sont ramenées aux paramètres du système qui sont donnés. Donc, on n'influe pas sur le système. D'accord? Les paramètres du système, le lambda, c'est donné. Donc, si la décision se ramène à Y supérieur ou égal à Z, alors schématiquement, à l'intérieur, quand on rentre dans les formules, ça dépend de lambda. Ça dépend de lambda. Donc, si cette relation est vraie, donc ça veut dire qu'il rend le système observable, c'est ça. Et puis, le serveur doit prendre un taux de service multiple, et le client, quand il va arriver, il va regarder par rapport au nombre de clients, donc c'est par rapport au lambda, c'est une relation. Si ce nombre de clients est inférieur à un certain nombre, il rentre, sinon il quitte. Alors, je ne vais pas interpréter l'autre cas où ce n'est pas observable. Là, évidemment, le client, quand il arrive au système, il ne sait pas combien de clients il y a dans le système d'attente. D'accord? Donc, les études, il n'y a pas d'optimalité ici. Il n'y a pas d'utilité. Je saute sur l'occasion. Bénéfice social, c'est peut-être, tu as raison. Et c'est l'utilité de l'optimiseur. Mais c'est un terme qui est déjà utilisé dans la littérature, il l'a repris. Parce que, bon, il faut savoir que c'est ça le problème quand on travaille comme ça sur un thème qui a été déjà, où il y a un certain nombre de travaux qui étaient engagés, qui utilisent une certaine littérature. Et malheureusement, c'est ça ce qu'on a trouvé un petit peu, c'est que la littérature qui est utilisée jusqu'à présent, ils utilisent les éléments de la théorie des jeux, mais sans donner le formalisme mathématique rigoureux de la théorie des jeux.
Donc, c'est un petit peu, donc on fixe un preneur de décision, il a fixé sa décision, et puis je regarde ce que je fais. J'optimise. Mais alors que lui, il regarde ses intérêts. Donc, on ne sait pas comment il va fixer. Et là, ça veut dire, le système, il est, si vous voulez, interactif. Donc, je prends ma décision optimale. Mais d'accord, mais je ne sais pas ce que tu vas faire toi. Et le client ne sait pas comment il va se comporter. Donc, le système ne trouve pas une solution optimale. Ici, il trouve ce qu'on appelle les concepts des équilibres. Au sens que c'est une situation où aucun n'a intérêt à sortir de cet équilibre. Et le théorème 3.5, vous voyez que qu'est-ce qu'il se dit, qu'est-ce que le résultat résume ici? Ben, ce qui est donné ici, mais ici d'une manière plus formelle, c'est qu'à chacun, le client, le serveur et l'optimisateur social lui donnent la décision à prendre en fonction du comportement des autres. Et l'utilité qui est associée à chacun d'eux. Et cette utilité, qu'est-ce qui se passe? Si un ne respecte pas, si vous voulez, ce que le résultat du théorème, ça veut dire qu'il va perdre. Donc il n'y a pas de bénéfice ou de perte réellement. C'est une utilité. Donc l'optimiseur social, le principe, comment il a déterminé son optimum, il faut que, évidemment, que l'utilité soit positive. Sinon, ça ne sert à rien de faire un service négatif. Voilà. Donc, voilà les principaux résultats. Donc, il faut faire attention. Ici, on ne cherche pas à améliorer le système ou pas. On dit que voilà, j'ai mon système, j'ai ces paramètres, j'essaie en fonction de ces paramètres, quelle est la décision que je dois prendre, évidemment. D'accord? Le choix des mules, ça, c'est un élément maintenant, qui n'est pas une donnée, c'est un élément qui est à prendre, c'est la décision à prendre. D'accord? Ok. Alors, par rapport à certaines remarques des collègues, je dis pour beaucoup de ces remarques, ça mérite d'être prises en charge, mais Valem, par exemple, tu soulèves des études plus générales. Oui, c'est intéressant. Hein. Vous savez que de manière même en théorie des jeux, on commence par deux, à étudier déjà les joueurs par deux, et puis on essaie de généraliser à plusieurs joueurs. Donc ici, c'est vrai que c'est des études intéressantes, mais je pense que les outils qui seraient utiles pour ce genre d'études en théorie des jeux, c'est à développer. Parce que la théorie des jeux, c'est pas encore une théorie arrêtée, c'est une théorie qui chaque jour s'enrichit des autres théories. C'est-à-dire que dans les réseaux de télécommunications, rien que par besoin des applications, on parle maintenant des jeux à champ moyen. Pour le système éducatif actuellement aux États-Unis, on parle les jeux sérieux. Les jeux sérieux, ça veut dire dans l'éducation maintenant, avec les réseaux de télécommunications, les TCI, etc., c'est que comment apprendre à un enfant des concepts très difficiles par les jeux. Et ça, c'est encore des éléments de la théorie des jeux. C'est une autre classe de jeux qui est en train de... Il y a un autre... ça, c'est un défi au Lamos. On nous a contacté, par exemple, sur le traitement des données spatiales. Donc, il y a tout un projet de recherche où sont appliqués des labos des États-Unis, en France et en Allemagne, où justement c'est le traitement des données qui arrive. Alors là, les gens ont vu un système d'attente. Comment traiter ces données, si vous voulez, qui arrivent d'une manière continue par les satellites spatiaux, intégrer cette donnée dans l'information et en tirer l'information utile. Et ça, apparemment, donc, les gens, il y a des systèmes d'attente, mais évidemment, la théorie des jeux. Donc, les applications, tu aurais pu citer, par exemple, les travaux d'Altman. Hein. Altman, qui a beaucoup travaillé sur la théorie des jeux, ses applications dans les réseaux. Il a toute une synthèse sur ça. Voilà. Donc, je pense que c'est un début.
c'est un début. C'est ce qui a été souligné d'ailleurs hein, dans la revue, que ce travail, c'est un concept, si vous voulez, qui arrive à formaliser d'une manière rigoureuse avec les éléments de la théorie des jeux, prendre en considération l'interaction stratégique de comportement entre différents agents pouvant influencer si vous voulez, le développement du système. C'est ce qui a été mis en avant. Maintenant, il est clair qu'il y a des choses qui vous avez soulignées, mais je pense qu'il y a de nouveaux axes qu'il faut en traiter. Vous avez un peu touché au jeu stochastique. C'est un élément qui peut être développé. Et là, Jamil a raison, c'est que le séminaire du laboratoire, les gens ont tendance à le négliger. C'est là-bas que vous pouvez récolter beaucoup de choses. J'ai toujours dit que nous avons une chance d'avoir une unité de recherche pluridisciplinaire. Et la science fait des bons. Quand il y a deux, trois théories qui se joignent pour ouvrir quelque chose de nouveau. Et là, c'est le fait d'avoir, dans l'intérieur d'une unité de recherche, dans un séminaire, vous avez du contrôle optimal, l'optimisation linéaire ou non linéaire, combinatoire, vous avez la théorie des jeux, vous avez les systèmes d'attente, vous avez toutes les applications au réseau, etc. Ça, c'est une chance que chacun de vous devrait, enfin les doctorants devraient saisir pour puiser des idées nouvelles. Rien qu'aujourd'hui, avec le jury, il y a des idées qui sont venues, qui peuvent évidemment, des études très intéressantes auxquelles il n'a pas pensé, qu'on peut ajouter. Voilà, donc ça valorise davantage le travail. Voilà, donc je remercie encore une fois les membres du jury pour avoir enrichi ce débat, donc pour les idées nouvelles qui sont sorties. Alors, pour Gianni, donc je lui souhaite, je sais qu'il recèle beaucoup de compétences, il a pris beaucoup d'initiatives. C'est pas évident pour quelqu'un de travailler sur un sujet, sur deux théories différentes, tout à fait différentes à l'origine. Mais on voit bien que son apport, c'est d'avoir fait une synthèse des deux théories pour faire ressortir donc une étude spécifique. Je pense que moi, je souhaite vivement que cet axe soit développé au sein de notre unité, qu'il fasse un axe autonome. Ça, ce serait aussi pas mal, surtout s'il touche au volet application. Voilà. Encore une fois, donc, je remercie les membres du jury et je vous rends la réponse, Monsieur le Président. Merci, professeur Radjev. Est-ce que dans la salle, il y a des personnes qui désirent participer à la discussion? Est-ce qu'il y a une question? Non. Très bien. Dans ces conditions, le jury va se retirer pour délibérer. Je vous remercie. Merci.